Thierry Michel, bonjour. Bonjour. La justice internationale n'a pas permis d'arrêter 3 décennies d'atrocités au Congo, a reconnu le procureur de la CPI, c'était la semaine dernière à Kinshasa. Pourquoi cet aveu ? Est-ce qu'elle a essayé, à part quelques petits poissons qui ont été jugés devant la CPI, ils sont 3 dans les années 2010-2020, je ne vois pas beaucoup de poursuites qui ont été engagées et jamais sur les hautes personnalités des commandements militaires ou politiques, que ce soit du Congo, de l'Ouganda ou du Rwanda. Donc je pense extrêmement important aujourd'hui de remettre sur la table cette question de la justice transitionnelle pour laquelle se bat le docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix depuis déjà pas mal d'années de par le monde. Et la nouveauté, la semaine dernière, c'est que lors de ce déplacement à Kinshasa, Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a soutenu l'idée d'un tribunal spécial pour les crimes commis au Congo. Oui, ce qui est important, c'est qu'il a dit qu'aucune partie du conflit n'a un chèque en blanc pour les crimes les plus graves relevant du statut de Rome. Aucune partie du conflit, ça veut bien dire que ce ne sera pas une justice de Congolais envers les Congolais, mais que ça va toucher évidemment tous les acteurs des crimes commis depuis 30 ans, dont évidemment les pays voisins et les responsables des pays voisins. Alors la question évidemment est de voir si on va remonter les chaînes de commandement politiques et militaires, mais que je sache, le procureur de la CPI, Karim Khan, n'a pas froid aux yeux, puisqu'il a osé s'en prendre à M. Poutine et M. Netanyahou en Israël. Donc peut-être qu'il n'aura pas de scrupules à s'en prendre aussi à ceux qui ont été responsables des guerres en RDC. Et pour ce futur tribunal spécial, Karim Khan dit qu'il faut une approche globale qui nécessite un mandat avec plus de moyens, s'occupant de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ça me semble, dans le principe, très bien. On a déjà des bases de travail. Il faudra évidemment mener des enquêtes et des investigations approfondies. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà le premier rapport mapping, mais évidemment, il se termine en 2002. Il ne couvre que 10 ans. Il faut évidemment compléter par un deuxième rapport mapping, me semble-t-il, qui devrait couvrir au moins une vingtaine d'années. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Conseil des droits de l'homme va envoyer une commission d'établissement des faits et une commission d'enquête internationale qui devra fixer les responsabilités. Et j'ajoute aussi qu'il y a quand même une documentation aux Nations Unies qui est assez impressionnante, faite par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, d'ailleurs tous les mois, qui a répertorié des milliers, si pas des dizaines de milliers de crimes et d'atteintes aux droits de l'homme et aux droits humanitaires depuis qu'ils sont au Congo. Donc il y a déjà un travail qui a été fait. Mais il faut évidemment aujourd'hui veiller à sécuriser les témoins, sécuriser aussi, je pense, les fosses communes, parce que là il y aura un travail aussi important, comme ça a été fait dans d'autres pays, d'exhumation des corps pour identification. Comment il était assassiné et par qui, à quel moment, bien sûr. Et avec le risque, évidemment, si ce n'est que congolais, même avec des experts étrangers, mais si ça ne reste qu'au niveau congolais, il y a évidemment le risque d'instrumentalisation politique ou bien d'éviter certaines responsabilités de certains acteurs de ces crimes qui sont toujours aujourd'hui quand même dans des postes de pouvoir militaires ou politiques. Alors en 2010, vous l'avez rappelé, l'ONU a publié un rapport sur 617 massacres classés crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis au Congo entre 1993 et 2003. C'est le fameux rapport Mapping. Est-ce qu'on sait, Thierry Michel, combien de personnes ont été tuées au Congo depuis 30 ans ? Non, les chiffres les plus divers circulent. Mais on peut parler de plusieurs centaines de milliers de morts. Bien sûr, oui. Et de victimes, on peut parler de millions de victimes, oui. Des millions de victimes, dont plusieurs centaines de milliers de morts. Voilà, exactement. Alors grâce à ce rapport Mapping de 2010, on sait ce qui s'est passé, mais on ne connaît pas l'identité des criminels. Pourquoi ? Mais quand même, on ne les connaît pas, on ne veut pas les connaître. Puisque officiellement en tout cas, je veux dire, c'est ceux dont le docteur Mukwege a dit avec beaucoup de pertinence lors de son discours à Oslo quand il a reçu le prix Nobel, ces personnes dont on ose et on ne veut pas dire le nom, n'empêche, ils sont quand même dans plusieurs rapports des Nations Unies et je vous rappelle que dans le film L'Empire du silence que j'ai réalisé sur 25 années de tragédie congolaise, en allant dans toutes les régions où se sont passés ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre et ces massacres abominables, voilà, on a quand même pu repérer par les témoignages que j'ai récoltés et établir que certains étaient des présumés coupables vraiment extrêmement sérieux qui auraient dû être poursuivis.
En tout cas, ils n'ont pas été inquiétés le moins du monde. Dans votre film L'Empire du silence qui est sorti il y a 3 ans, vous identifiez notamment 2 présumés coupables qui sont des officiers congolais, le général Tango Fort et le général Rouhorim Béré. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Que je sache, ils n'ont pas été vraiment inquiétés. Donc, ils sont aussi dans ce cycle d'impunité parce que d'un côté, il y a l'Empire du silence qui commence à être brisé. C'est au crédit de M. Kahn de briser cet Empire du silence. Mais il y a l'Empire de l'impunité et ça, c'est un iceberg invraisemblable, une montagne à gravir parce que c'est la culture dominante depuis tellement longtemps, depuis plusieurs décennies, politique. Dans votre film, vous mettez en cause également le général rwandais James Kabarebe. Or, il se trouve que le 20 février dernier, les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre lui, car il s'agit, selon Washington, d'une personnalité politique et militaire de premier plan qui a joué un rôle essentiel dans les conflits au Congo ces 3 dernières décennies. Eh bien voilà ce qui confirme les témoignages que j'ai pu récolter sur le terrain et dont on n'avait jusqu'ici pas vraiment tenu compte. Donc c'est une avancée. Enfin, on brise ce cycle du silence et des noms commencent à être mis en exergue comme présumés criminels. En avril, dans 2 mois, donc, devrait être organisée à Kinshasa, par le président Tshisekedi, une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice, où pourrait être discutée la création de ce tribunal spécial pour le Congo. Est-ce pour vous l'aboutissement d'un combat que vous menez depuis longtemps? Quelque part, oui, c'était en tout cas une des revendications du docteur Mukwege. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions elle va se faire, avec qui, avec quels acteurs. Il faut quand même rester un peu dubitatif pour ne pas que ce soit une justice transitionnelle cosmétique et par manque de volonté politique claire, parce qu'il y a quand même encore des anciens chefs militaires et anciens membres du gouvernement qui sont quand même dans les personnes présumées responsables de certains crimes. Donc il faut voir jusqu'où on pourra aller et si ce ne sera pas instrumentalisé. Il ne faut pas que ce soit seulement un outil politique contre le Rwanda, même si évidemment il faut dénoncer les crimes commis par le Rwanda et l'occupation actuelle sans tergiversation. Mais voilà, il y a des responsabilités internes au Congo. Il faudra évidemment qu'elles soient mises en exergue. Depuis 2018, depuis qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege ne cesse en effet de réclamer un tribunal spécial international pour le Congo. Pourquoi a-t-il prêché si longtemps dans le désert et pourquoi est-il enfin entendu aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons, bien entendu. Évidemment, il y avait la force de lobbying du Rwanda. On l'a vu en faisant cette tournée internationale avec le film. Il y a des lieux où il était extrêmement difficile, voire impossible de présenter le film. Cela a été le cas aux Nations Unies. On espérait présenter le film en avant-première pour lancer le débat et principalement au Conseil des droits de l'homme, nous semblait-il, qui était l'enceinte même où ce film devait être visionné par tous les membres de ce Conseil des droits de l'homme. Cela s'est fait il y a peu. À Genève. Cela s'est fait quand il y a eu la rupture assumée entre le Congo et le Rwanda et où le Congo tout d'un coup a demandé de mettre à l'agenda des Nations Unies ce film. Donc voilà, il a fallu un certain temps de latence parce qu'on voit bien qu'il y avait quand même des interactions. Il y avait aussi la question pour laquelle le docteur n'était pas entendu, c'est que évidemment il dénonçait les crimes commis par des Congolais sur des Congolais aussi. Donc ça mettait en cause des gens qui sont aujourd'hui toujours dans l'establishment du pouvoir en RDC. Mais aujourd'hui, les esprits évoluent. Oui, parce que la situation a dégénéré. Et je pense qu'on sent bien qu'avec cette nouvelle guerre, on ne peut plus jouer l'autruche. Et il faut mettre les choses sur la table et il faut avancer. Voilà. Espérons que ce soit pour aller au bout de la logique. Thierry Michel, merci. Merci beaucoup.